Sens de la visite, Jérémy Thomas, le podcast qui écoute. vos histoires de l'art. Avant toute chose, je voudrais dédier cet épisode, en signe de ma reconnaissance, à la mémoire d'Enrico Navarra. C'était un galeriste hors pair et une personnalité à part du monde de l'art. Qu'est-ce qui fait qu'on se laisse parfois surprendre par une émotion au cours d'une exposition ? Ça n'arrive pas si souvent que ça, d'ailleurs. Et c'est ce qui fait le charme de cette mécanique émotionnelle qui vous prend aux tripes quand vous regardez une œuvre d'art. Moi, justement, j'ai eu de la chance. J'ai été touché, en plein cœur, par une exposition de photos, et par une histoire surtout. Celle que Anna Assouline, la co-commissaire de l'exposition « Juifs du Maroc, 1934-1937, photographie de Jean Besancenot », nous a raconté à nous, les quelques personnes qui étaient présentes ce matin-là pour la présentation de cette exposition au Musée d'art et d'histoire du judaïsme de Paris. Le hasard, le destin ou la providence, appelez ça comme vous voulez. Mais Anne Assouline est l'actrice d'une histoire incroyable avec une des photos de cette exposition qui présente le travail de Jean Besancenot. Cet artiste, photographe et ethnologue, qui dans les années 30 décide de partir vers le Maroc pour un voyage d'études, va s'aventurer jusqu'aux confins des montagnes de l'Atlas, dans des régions encore préservées à cette époque de toute occidentalisation, où vivent mêlées des populations arabes, berbères et des communautés juives, présentes pour certaines dans cette région depuis l'Antiquité. Pendant plusieurs années, il va photographier les femmes et les hommes de ces villages dans leurs costumes et leur quotidien. Face aux images noires et blancs de Besancenot, on ressent très nettement son amour et sa fascination pour cette terre et cette culture qu'il a rencontrée. Il a aimé les personnes qu'il a photographiées, ça ne fait aucun doute. Et ce qui rend cette exposition aussi passionnante qu'émouvante, c'est la sensation d'être plongé dans le quotidien de ces communautés et de vivre, avec eux, les derniers instants d'un monde aujourd'hui disparu. Alors, vers la fin de la visite, quand Anna Assouline a commencé à nous raconter son histoire familiale, intime et universelle, entremêlée de noms de villages marocains, très vite, je n'avais plus qu'un seul souhait. C'était avec vous la partager. Je suis photographe professionnel. En général, je suis de l'autre côté. C'est mes photos à moi qu'on vient voir. Mais là, c'est parce qu'il m'est arrivé une histoire personnelle et assez extraordinaire avec ce photographe, Jean Besancenot, donc, qui était d'abord un peintre, qui était un dessinateur et qui est parti dans des contrées lointaines, reculées et pas du tout visitées dans les années 30 au Maroc. Il part pour le Haut Atlas. Une première fois, il dessine un peu des modèles et puis il se rend compte que c'est très très long et il se met à faire des photographies au fond par nécessité. Il comprend que le temps de la photographie sera moins long que le temps du dessin et il retourne une seconde fois pour faire des photos. Il photographie beaucoup de femmes, photographie leurs bijoux, leurs vêtements de fête, leurs vêtements quotidiens, photographie les gestes des artisans, photographie les femmes au puits, photographie les femmes devant les fours, le pain, il photographie les gestes quotidiens de tous ces êtres. Beaucoup de berbères sont là, et puis aussi des juifs. Donc moi, je le rencontre en 1985, je commence tout juste à faire de la photographie pour un journal, et je m'intéresse donc à l'histoire de la photographie, et je vais le voir avec un ami donc, qui est en fait le co-commissaire Dominique Carré, qui est éditeur d'art aujourd'hui pour La Découverte. Et quand on arrive, c'est assez extraordinaire. Besancenot, sans que je lui dise un mot, me reconnaît, disons, tout de suite en me disant « Ah, mais vous venez du Tafilalet, enfin donc du Moyen Atlas, du Haut Atlas marocain. Vous êtes juif, très probablement. » Je suis un petit peu, disons, stupéfaite par cette remarque. Et on lui achète des photos. Sauf que comme on n'a pas d'argent, on est tous les deux très jeunes, Dominique et moi, on lui achète peu d'images. Et je lui dis, puisque je ne peux pas vous acheter beaucoup de photographies, j'aimerais bien qu'on se concentre sur les juifs, puisque je suis juive. Et je voudrais en acheter pour ma famille et pour moi-même. Et parmi ces photos que Besancenot me montre, il y en a des centaines et des centaines, il y a énormément de femmes. Mais mon regard est attiré à un moment donné par une photo où il y a un couple de jeunes adolescents. Et la photo du garçon me frappe
parce que je trouve qu'il ressemble à un de mes neveux. Donc j'achète cette photo. Et Besancenot tique quand il me voit acheter cette photo en disant « Ah, c'est intéressant », dit-il, mais il n'en dit pas plus. Et je vais, avec ces images, voir mes parents un vendredi soir chez eux. Ma mère regarde les photos, les trouve absolument fascinantes, reconnaît son monde. Mon père refuse dans un premier temps de les voir parce qu'il est très religieux, il est rabbin, et qu'on est vendredi soir, on est Shabbat. Et puis, à force d'insister, il finit par les regarder, et en fait, il se reconnaît dans la photo que j'avais choisie. Attiré par cette ressemblance, il se reconnaît 52 ans plus tard. Il reconnaît l'image de lui, petit garçon. Donc l'histoire de cette photo, si vous permettez, je vais vous la raconter. C'est qu'en fait, Besancenot part dans ces contrées envoyées par le Musée de l'Homme qui vient de se créer à Paris. Et il part tout seul, il essaye plus ou moins, disons, de pénétrer dans ces familles, dans ces maisons fermées, dans ce monde qu'il ne connaît absolument pas. Et il arrive dans une ville qui s'appelle Erfoud. Il faut savoir que les Juifs du Maroc, c'est un berceau très, 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 très ancien, qui date même, pour la plupart, d'avant la fin de l'Inquisition. Donc on sait qu'après l'Inquisition espagnole en 1492, quand les Juifs sont renvoyés d'Espagne, ils partent soit pour le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Portugal, etc. Mais en fait, au Maroc, il y avait déjà des Juifs dès 1100. On trouve la trace des Juifs dans une ville qui est tout près d'Erfoud, qui s'appelle Rissani, d'où vient ma famille. Donc, Besancenot arrive dans ces contrées, est absolument, je crois, de ce qu'il m'avait dit à l'époque, subjugué par la beauté à la fois des paysages et absolument subjugué aussi par la beauté des femmes. Mon père naît dans une famille extrêmement pauvre, dans une ville qui s'appelle Tinrir, qui est une palmeraie magnifique. Mais il naît dans une famille où sa mère meurt très très peu de temps après sa naissance. Donc il est orphelin de mère, il est élevé par son père, il a 2 sœurs. Et mon grand-père, très pauvre, teint les laines dans les montagnes pour les femmes. Et comme il est aveugle, c'est mon père qui doit l'accompagner. C'est une famille religieuse, malgré tout, malgré la pauvreté. Et mon père fait sa bar mitzvah, sa communion. Donc un jour, il lit le texte sacré, il lit la Torah dans la synagogue de cette petite ville. J'ai vu des photos, c'est absolument incroyable. D'ailleurs, on voit une photo dans l'exposition, je vous conseille de bien la regarder parce qu'elle est très étonnante. C'est une synagogue qui se trouvait finalement dans une maison en pisé. C'est inouï de penser qu'on pouvait faire des synagogues même là, mais bon. Mon père est appelé à la fin de sa lecture de la Torah par un grand rabbin qui était un kabbaliste très connu du monde juif marocain et du monde juif des pays arabes, qui s'appelait Baba Saleh, lui-même descendant d'un très grand rabbin aussi marocain. C'est une grande famille qui s'appelle les Abissira, les Abouassira. Et en fait, ce rabbin, donc Baba Saleh a décidé avec son frère Baba Haké, il savait que ces contrées nourrissaient en leur sein des enfants très très pauvres. Donc il décide de donner à ses enfants, à ses garçons, une éducation religieuse, ce qui était une charge en moins pour les familles. Et ils avaient créé pour cela une petite école dans cette ville d'Erfoud. Donc on demande à mon grand-père s'il accepte de donner son fils. Mon grand-père accepte parce qu'il n'a vraiment pas d'argent pour nourrir ses enfants, pas suffisamment en tout cas. Mon père part avec Baba Saleh et Baba Haké, je pense assez respectueux parce qu'il savait très bien qui c'était, il savait que c'était des figures du rabbinat assez importants. Et il va vivre dans la famille de ma mère parce qu'en fait ma mère était la nièce de Baba Saleh et la nièce de Baba Haké, ces 2 grands rabbins. Mon père va commencer à vivre sa vie là, en étudiant dans cette école religieuse, dans cette yeshiva. Donc le jour où Besancenot arrive avec un capitaine, enfin en tout cas un militaire français, qui leur demande s'ils acceptent d'être photographiés. Dans un premier temps, ils refusent, mais mon grand-oncle, le frère de Baba Saleh, qui était aussi rabbin, mais beaucoup plus ouvert sur le monde extérieur que son frère, qui, je pense, avait compris de quoi il s'agissait, à savoir une espèce d'étude ethnographique de leur monde, accepte que Besancenot les prenne en photo. Besancenot dit qu'il veut photographier un couple de jeunes mariés. Donc on lui amène une petite jeune fille,
la fille de Baba Saleh, en fait, Sarah, qui doit avoir une dizaine d'années. On lui dit que son mari a une quarantaine d'années. Donc Besancenot est un peu effrayé par la différence, le décalage entre les âges, et dit non, ça je ne peux pas. Est-ce que vous pourriez demander à un enfant de l'école rabbinique de venir, enfin de la yeshiva, pour jouer entre guillemets le marié? Et c'est ce qui est demandé à mon père. Donc mon père arrive pour être pris en photo, sauf que il est entre guillemets déguisé en marié, puisqu'il n'est pas du tout marié. C'est juste après sa bar mitzvah, c'est quelques mois après son arrivée dans cette maison. J'imagine qu'il doit courir, pas trouver tellement le temps et pas tellement trouver les vêtements qu'on lui demande de porter. Donc il arrive un petit peu et puis surpris, honteux. N'oublions pas qu'il ne parlait pas français, donc on comprenait donc pas tout ce que lui disait Besancenot, qui devait avoir un traducteur. Au dernier moment, ils se rendent compte, Besancenot, mon père et tous les autres, que mon père n'a pas de chaussures. Dans sa course, il a oublié ses chaussures. Donc il est très honteux, parce qu'il y a beaucoup de pudeur dans tout ça. Et il dit qu'il doit repartir chercher ses chaussures. Et Besancenot dit non, on va pas chercher les chaussures, vous restez là, parce que la lumière va tomber, je ne peux pas attendre. Donc mon père posera sans chaussures sur cette photo. Voilà pourquoi, 50 ans après, quand il voit cette image, d'abord il se souvient, puisqu'il n'a jamais été tellement pris en photo, puisque c'est une région, donc encore une fois, très reculée, très pauvre, où même les extraits d'actes de naissance n'existaient pas. Donc mes parents sont nés approximativement, comme on dit. C'est très beau. Ah, merci. Ça vous aide plus. C'est vrai? J'adore votre histoire. Bah, c'est génial que vous ayez aimé. Oui, j'adore. Non, je vous ai écouté, c'est vraiment bien. Les pieds nus. Au revoir et merci. Au revoir. Donc voilà, mon père se souvenait parfaitement de cette séance photo. Il n'a jamais été pris en photo, il n'a jamais vu de Français avant Besancenot, il n'a jamais eu de contact avec le monde extérieur. Forcément, cette image l'a marqué à double, voire à triple titre. Donc quand mon père se reconnaît, émotion, larmes, n'oublions pas que nous sommes dans une famille séfarade typique, que les émotions sortent assez facilement. Je téléphone à Besancenot pour lui raconter l'histoire. Alors, c'est là où c'est extraordinaire, la vie, c'est que Besancenot n'est pas... Il est surpris, il est ému, mais il n'est pas tant que ça, parce que j'avais vu qu'il avait tilté quand j'avais acheté cette photo, et au fond, il me l'a dit après, parce qu'il s'en souvenait parfaitement. Il se souvenait parfaitement de ce jeune homme. Pourquoi ? On ne sait pas. Moi qui suis photographe, il y a des modèles qui me frappent plus que d'autres, c'est comme ça. Peut-être à cause des chaussures, peut-être à cause de l'incroyable beauté, j'ose le dire, de cette image de mon père et de cette jeune fille. Elle est magnifique, cette photographie. Elle est très bouleversante parce qu'ils le regardent tous les deux et que tous les deux ont un air assez triste, mélancolique. Et d'ailleurs, je me suis complètement trompée sur l'air que mon père porte sur cette photo parce que je pensais que c'était parce qu'il était adopté. Et pas du tout. C'est parce qu'il avait honte de ne pas avoir de chaussures. Et pareil pour la petite qui l'accompagne, la Sarah. Donc Besancenot vient dîner chez mes parents, un soir de fête. Et là, je me suis rendu compte que c'était un homme qui connaissait très 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 bien le monde juif. Le monde juif marocain, connaissait très bien l'histoire de l'Ancien Testament. Il pouvait discuter avec mon père quasiment de manière égale. Je me souviens de ce dîner. Et je me souviens de son émotion quand mon père, à la fin du dîner, a été lui chercher un cadeau et qu'il lui a donné le pantalon qu'il porte sur la photo. Et qu'en voyant mon père marcher dans son couloir, mes parents ont un long couloir chez eux, il disait « c'est mon garçon, c'est mon petit garçon ». Donc je pense que mon père a été marqué par l'image. Besancenot a été marqué par l'image. La jeune Sarah a été marquée par l'image. Et moi, j'ai été marquée par leur marque à eux. Voilà, c'est l'histoire d'une photo. Mon père était quelqu'un de très pudique, je l'ai déjà dit, d'assez mutique. C'était un talmudiste, je crois, enfin je répète ce qu'on m'a dit parce que je ne connais pas le Talmud, mais assez calé en texte. Cette histoire, en fait, cette histoire de découverte de photographie a changé nos liens. C'est-à-dire que je suis devenue photographe,
un peu par hasard, on va dire. Ça se passait comme ça avant, j'ai pas fait d'études, j'ai pas mon bac, j'ai débarqué dans un journal un jour comme ça parce que je connaissais quelqu'un qui y travaillait, et puis j'étais une petite main, j'étais voilà, une petite stagiaire, j'allais acheter des cafés, et puis un jour il manquait quelqu'un pour faire une maquette, j'ai commencé à faire de la maquette, et puis ensuite la fille qui s'occupait de la documentation a changé de métier, donc elle m'a donné la documentation à faire. Après le photographe est parti en reportage, il y avait besoin de faire une photo de je sais pas qui, j'ai fait une photo parce qu'on m'avait prêté un appareil photo, enfin voilà, je suis devenue photographe. Et je pense que ça dérangeait mon père. Il n'aimait pas. Il n'aimait pas à cause de l'image. Parce que je rappelle que chez les Juifs, l'image, l'idolâtrie, c'est très mauvais, ça. Donc, comme il ne me disait pas vraiment les choses, il ne le disait pas. Mais je voyais bien qu'il y avait une certaine hostilité à ce que je faisais. Les autres dans ma famille écrivent. Mon frère était prof. Enfin bon, voilà, j'ai une sœur qui a fait des études de lettres, une autre qui était journaliste. Ça lui convenait assez bien. Mais moi, la photo, fabriquer des images, pas terrible. Donc cette histoire m'a permis, disons, de pacifier les rapports avec lui. Ça l'a tellement bouleversé, tellement ému, que ça l'a rapproché de moi. Ensuite, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, comme il venait d'une famille extrêmement pauvre et d'une famille qui n'est... Parce que mon père, par exemple, parlait arabe, parlait hébreu, bien sûr, parlait même araméen et écrivait l'araméen. C'est assez rare. C'est là où on voit qu'on est vraiment... On était dans un autre monde, il n'y a pas si longtemps. Mais il parlait aussi shle, c'est-à-dire la langue berbère, ce qui n'était pas du tout le cas de ma famille maternelle. Donc commerçants, aisés, grands rabbins, grands érudits. Voilà, la famille de mon père n'était pas tellement considérée par la famille de ma mère, disons les choses. Et du coup, cette histoire a permis de faire bouger les lignes, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire, elle a permis de changer les rapports de classe entre eux. Parce que mon père s'est mis à exister, cette histoire a circulé dans la famille des deux côtés. Cette histoire a été évidemment magnifiée, a fait pleurer beaucoup de gens. Cette histoire connue des uns et des autres a été une sorte de témoignage aussi de leur provenance à tous. Alors, comme ma mère n'était pas sur les photos, puisqu'elle ne vivait pas chez son oncle, elle vivait chez ses parents, elle n'était donc pas là le jour où Besancenot est venu. Elle était un peu peut-être jalouse. En plus, ma mère était une femme très coquette, adulée, merveilleuse, drôle. Mon père, plus distant, silencieux, ne commentant pas la vie. Et cette histoire a permis, je dirais pas que ça s'est dit avec des mots, mais moi je l'ai très bien ressenti, de rétablir ou d'établir, disons, une certaine égalité. Mon père donc a ressenti finalement, j'avais pas donc compris à quel point il avait honte de ces chaussures inexistantes. Et donc à la fin de sa vie, quelques mois avant sa mort, j'étais chez lui à Paris et la photo était accrochée, était encadrée, accrochée sur un mur. Et il m'a appelé, un peu en cachette des autres, et il m'a dit dans l'oreille: « Mais ma fille, maintenant que vous avez toutes ces machines, est-ce que tu peux pas me rajouter des chaussures ?» Et à la fois, j'ai eu envie de l'embrasser. Enfin, je l'ai fait d'ailleurs. Je l'ai embrassé en lui disant: « Oui, papa, je le ferai. » J'ai pas tenu ma promesse parce que il y a un de mes neveux qui a eu l'idée de lui rajouter des chaussures sur la photo parce qu'il travaille avec Photoshop, je sais pas quoi. Et je trouve que c'est tronqué, c'est faux. C'est comme si on voulait coloriser les images de Besancenot qui sont toutes en noir et blanc et qui sont magnifiques dans ce noir et blanc assez somptueux. Donc non, je suis contre rajouter des chaussures, mais j'ai dit à mon père que je le ferais, donc j'ai menti. Et la petite Sarah, qui est photographiée avec lui, a dit à un de mes cousins, il y a quelques mois en Israël, il y a 4-5 mois, qu'elle aussi était très 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 triste que Messaoud Assouline, mon père, ne porte pas de chaussures, qu'elle trouvait ça honteux et horrible, et qu'elle en voulait beaucoup aux photographes à cause de ça. Aujourd'hui, les gens se photographient et se font photographier quasiment nus, nous montrent tout ça comme si c'était une évidence. On est en 35, c'est pas si loin, enfin pour vous c'est très loin parce que vous êtes très jeune, mais déjà pour moi ça l'est moins. Et on se rend compte de l'espace-temps incroyable qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'il n'a juste pas de chaussures et c'est catastrophique. Et aujourd'hui, on n'a juste plus de maillot et tout va bien. Question à réfléchir. Bon, le musée qui est ici a une réputation un peu d'être un musée, on va dire, pro-ashkénaze. C'est un peu la boutade qui a été lancée souvent concernant le mage. Moi, je trouve très formidable que Paul Salmona, qui est le directeur des lieux, ait accepté cette proposition que je lui ai faite, parce qu'encore une fois, je ne suis pas
Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas historienne, je ne suis pas commissaire d'exposition, je suis juste photographe professionnelle et juste la fille de cet homme à qui il est arrivé cette histoire. Voilà, c'est tout. Donc je trouve ça, je ne sais pas, je voulais lui rendre hommage, un hommage, voilà. Mais je suis heureuse aussi pour Besancenot, parce que Jean Besancenot est mort en 92 dans une maison pour artistes. Il était très pauvre, sans doute oublié de ses modèles et oublié de ses amis peut-être, parce il est mort vraiment dans la misère. Donc c'est toujours important que les choses ne soient pas recouvertes et que les êtres ne soient pas recouverts. L'histoire est là pour nous apprendre ça. On fait partie d'une chaîne, d'une transmission. Et je suis très touchée d'avoir pu lui rendre cet hommage. J'espère que là où il est, il me voit et qu'il nous remercie avec Dominique d'avoir pu monter cette exposition. Voilà. L'exposition Juifs du Maroc, 1934-1937, photographie de Jean Besancenot, c'est jusqu'au 2 mai 2021 au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, au 71 rue du Temple. L'occasion pour vous de voir en vrai ce portrait du jeune Messaoud et la petite Sarah, dont Anna vient de nous raconter l'incroyable histoire, et toutes les autres photographies de Jean Besancenot qui nous plongent dans le quotidien des communautés juives rurales du Maroc des années 30. Continuez votre visite dans les collections permanentes du musée qui mettent en lumière l'art et l'histoire des cultures juives d'Europe et du Maghreb, du Moyen Âge à nos jours.